Je vais vous présenter Famaléa pour vous expliquer un petit peu pourquoi on est là aussi aujourd'hui avec Laurence à l'invitation du réseau Tiers-Lieux Grand Est. Famaléa, c'est une association qu'on a créée avec Laurence pour ouvrir un lieu sécurisé et bienveillant à Nancy pour accompagner les femmes à reconstruire leur confiance en elles après qu'elles aient traversé ou pendant qu'elles traversent en fait des périodes de vulnérabilité causées par des événements traumatiques. Par événement traumatique, on entend alors aussi bien la séparation brutale, mais aussi le burn-out. Donc c'est pour ça qu'on est là sur cette thématique aujourd'hui. Le cancer, les maladies chroniques ou invisibles, on peut penser à la fibromyalgie par exemple, ou encore le deuil. Alors Famaléa, à la base, ça a démarré par une rencontre en fait entre Laurence et moi. Il y a un an tout pile, hein, c'est un peu notre anniversaire. Mhm. On s'est rencontrés lors d'une soirée réseau de femmes organisée par l'APEC de Nancy. Et Laurence venait à l'époque animer une table ronde sur le burn-out, puisque comme elle le disait tout à l'heure, elle a été bénévole père écoutante dans une association pendant plusieurs années. On a échangé à l'issue de cette table ronde et on a découvert qu'on avait des points communs, malheureusement celui d'avoir vécu des accidents de la vie et, euh, et en fait, on a longuement parlé sur ça et sur l'aide qu'on aurait aimé trouver quand on a traversé ces accidents de la vie, notamment le burn-out qui est notre point commun. Et puis, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient certainement la même chose et qui avaient peut-être fait le même constat, de se dire qu'est-ce qu'il existe dans le Grand Est, qu'est-ce qu'il existe à Nancy pour accompagner. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'est née l'idée de la paire aidance et de faire quelque chose de ce qui nous était arrivé. Et donc, on a mis en route ce projet Famaléa, dont la forme sera un espace ressources dédié aux femmes de la métropole du Grand Nancy dans un premier temps, puisqu'on va rayonner sur le territoire qu'on connaît et à l'échelle qu'on est en capacité d'assumer. Euh, Dédié aux femmes qui ont vécu en fait des accidents de la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour leur permettre en fait de rompre l'isolement dans lequel elles se retrouvent. Peut-être ça fera écho à certaines d'entre vous. Mais voilà, on peut se retrouver isolé socialement, culpabiliser énormément aussi, se couper de plusieurs sphères. Donc c'est pour leur permettre voilà, de rompre cet isolement dans lequel elles se trouvent et de libérer la parole, notamment grâce à des permanences d'écoute, des groupes de parole, soit mixtes, soit thématiques par rapport aux accidents auxquels elles sont confrontées, euh, mais aussi en fait leur apprendre à se recentrer sur elles par des ateliers de méditation, sophrologie, mais aussi l'automassage, de la mise en mouvement corporelle avec de la danse thérapeutique ou encore de l'expression artistique, l'écriture, et puis des arts plastiques qui peuvent aussi permettre de s'exprimer et de reprendre confiance en soi aussi. Le but de l'association, c'est vraiment de favoriser le lien social. C'est pour ça qu'on l'a appelé, enfin, le sous-titre, c'est Un lieu des femmes et des liens. Euh, et voilà. Et alors, aussi vous dire que nous ne sommes pas expertes en santé mentale. Vous avez pu le comprendre avec et je réalise que je n'ai pas passé les slides. Alors, je suis désolée. On fait les deux en même temps. Voilà, c'est nous. Euh, c'est pas un exercice facile. Donc voilà, que Laurence et moi, nous ne sommes pas des expertes en santé mentale et on a pour volonté vraiment de tisser un réseau de partenaires. On est déjà dans les rencontres et dans la constitution de ce vivier de personnes qui vont nous aider, nous accompagner sur l'offre de services qu'on va proposer. Donc des professionnels de la santé, ça peut être aussi bien les médecins généralistes que des psychiatres, psychologues, psychologues du travail, mais aussi des experts de la transition professionnelle comme l'APEC, France Travail ou encore la mission locale, puisqu'on veut aussi s'adresser à un public plus jeune. Voilà, donc en résumé, ce que vous pouvez retenir, c'est que Famaléa, c'est un dispositif de paire aidance pour soutenir la santé mentale des femmes. Et on pourra revenir sur le concept de la paire aidance à la fin si vous avez des questions. Merci. Je prends le relais. Alors, pour Oui, je devais faire passer le passage de relais. Je suis désolée, c'est mon premier webinaire. c'est pas grave. Et on va rentrer dans le vif du sujet du burn-out. On a construit en fait ce webinaire avec une présentation un peu plus générale du burn-out et vous verrez que ça effectivement, il y aura plus les spécificités du burn-out en tiers-lieu présentées par la suite.
Pour mieux prévenir le burn-out, en fait, il est déjà important et essentiel de le définir et de comprendre le processus du burn-out. Revenons à la genèse déjà de sa définition du burn-out. La première fois qu'a été employé le terme burn-out, c'était en 1974 par un psychiatre américain qui l'a défini alors comme une brûlure interne. Le burn-out, c'est vraiment brûler de l'intérieur, se consumer. Moi, j'aime bien l'image de la maison, enfin j'aime bien, pardon pour cette expression, mais l'image de l'incendie d'une maison où tous les murs seraient encore debout, mais tout l'intérieur aurait brûlé. Selon l'Agence nationale de santé, le burn-out, c'est un épuisement à trois dimensions, physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. L'Organisation mondiale de la santé le définit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Pour le définir, c'est bien aussi de se dire ce que le burn-out n'est pas et les confusions qui peuvent être faites. Le burn-out n'est pas une maladie, mais c'est un processus. Il n'est pas non plus une dépression, souvent c'est confondu avec une dépression. Même si, s'il n'est pas soigné correctement, il peut effectivement euh, évoluer en dépression. Ce n'est pas non plus un aveu de faiblesse, ça c'est important de le dire. Il touche plutôt les personnes qui sont vraiment surengagées et qui n'ont pas su se mettre de limites. Le burn-out n'est pas non plus un désengagement. En fait, tout le monde peut être touché par le burn-out à tous les âges et surtout les professions où il y a un engagement très fort euh, et qui sont aussi des professions qui vont demander un investissement important. Le burn-out n'est pas non plus lié à une personnalité, même si souvent j'ai été amenée à pouvoir le dire dans mes écoutes. C'est souvent la rencontre euh, d'une personnalité et d'un contexte. Alors, le processus du burn-out, c'est important aussi de connaître les étapes qui peuvent effectivement conduire à un épuisement professionnel. Pour la première étape, on parle là de l'engagement par rapport à son travail. Euh, Au départ, on est plutôt très engagé, on a du plaisir au travail, on a de l'efficacité professionnelle et on ressent un état de bien-être. Ça, c'est ce qu'on devrait tous vivre. Ensuite, on peut passer à la deuxième étape où là, on commence à s'engager un peu plus. On commence à avoir un travail un petit peu plus important, un petit peu compulsif. On a du plaisir, mais en même temps, on a de l'anxiété. C'est cette petite boule au ventre qui commence à naître le dimanche soir, avant le redémarrage du lundi. Euh, on commence à avoir un travail qui envahit la sphère privée et sociale. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. On commence à avoir des premiers symptômes, des troubles du sommeil, des petits troubles digestifs, des troubles dermatologiques qu'on ne sait pas à quoi associer, mais on commence à avoir des premiers signes du corps. Ensuite, on continue à se surengager en fait et on arrive à ce qu'on appelle l'étape de l'acharnement frénétique. Là, on a une anxiété majeure. On a un travail vraiment, le travail prend de plus en plus de place. Ça devient vraiment excessif, très élevé. On ne fait plus que travailler. Euh, et pourtant, plus on travaille et moins on a de l'efficacité, on a des problèmes d'attention, de concentration. Et puis on travaille, on travaille, on travaille et pourtant, effectivement, on ne sait plus aller à l'essentiel non plus. Et là, on est passé de symptômes à syndrome. On commence à avoir des troubles du sommeil chroniques. L'installation d'une fatigue aussi chronique, des pathologies avérées, l'hypertension artérielle, l'ulcère gastrique, des infections à répétition. On peut faire des malaises, on ne comprend pas pourquoi.
Et là, le corps commence à réagir fortement. Le cerveau n'entend pas, mais le corps commence à avoir des manifestations vraiment très fortes. Et là, malheureusement, si on n'a pas réussi à s'alerter et à mettre en place en fait des choses, on risque l'effondrement. Et c'est là qu'on a notre effondrement avec un épuisement émotionnel, un épuisement physique et un épuisement psychique. Je vais laisser Virginie vous parler de ce qui peut conditionner effectivement cet épuisement et des facteurs de risque qui sont reconnus par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Virginie, à toi la parole. Ouais. Merci Laurence. Comme je jongle avec l'écran, j'essaie de pas vous le cacher. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Est-ce que c'est assez lisible? Priscilla, comme moi je te vois pas, si jamais ça va Oui, pas, tu me le dis. c'est parfait. Merci. Euh, voilà, comme le disait Laurence, il y a plusieurs facteurs de risque et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, donc l'INRS, identifie 6 catégories de risques psychosociaux on a choisi d'illustrer ce matin avec des exemples propres au tiers-lieu pour que vous puissiez plus vous projeter aussi, parce que des exemples concrets, ça parle quand même toujours mieux. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Chaque tiers-lieu a sa singularité. Donc vraiment, c'est juste une possibilité d'illustration pour se représenter des cas concrets. Le premier facteur de risque, c'est l'intensité et le temps de travail. Donc, avec surcharge de travail, l'existence d'objectifs irréalistes ou flous, des longues journées de travail, des instructions contradictoires. Les tiers-lieux, on le sait, sont souvent portés par des personnes quand même passionnées, engagées. Et ben, quand on est passionné, on compte pas ses heures et on se retrouve aussi à jongler entre plusieurs casquettes. Et tout ça, souvent sans limite claire possible entre le pro et le perso. Encore une fois, hein, ce que je dis, voilà, c'est des illustrations. Euh, vous reconnaîtrez peut-être pas dans tout, mais voilà, c'est important quand même de poser ça. Par exemple, on imagine un Fab Lab où on va avoir une coordinatrice du Fab Lab qui doit à la fois gérer les machines, répondre aux usagers, boucler des dossiers administratifs pour les appels à projets et en parallèle préparer un événement. Hein, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est rencontré dans plusieurs lieux. Elle a aussi amené cette personne à travailler les soirées et les week-ends. Elle va pas forcément avoir des journées types, pas d'horaire fixe. Résultat, ça va conduire à une charge mentale assez immense et à un risque de surmenage. Le deuxième facteur de risque, ce sont les exigences émotionnelles. Alors, en fonction du public, effectivement, on peut rencontrer des tensions. On peut aussi avoir de la souffrance face à la détresse humaine. Et puis, on peut être dans un corps de métier où on doit vraiment cacher ses émotions. Les tiers-lieux, on le sait, ce sont aussi des espaces de mixité sociale et d'innovation, mais ça signifie aussi être confronté à des situations humaines qui peuvent parfois être difficiles. On peut être amené à accueillir des personnes qui sont en détresse ou gérer aussi, ça vous parlera peut-être à toutes et tous, gérer les tensions entre les résidents de vos lieux, de vos structures. Et puis, il faut quand même garder le sourire en toutes circonstances. Donc, par exemple, on peut imaginer un facilitateur dans un tiers-lieu qui s'occupe de l'accueil, entre autres, par exemple des coworkers. Et puis, il doit répondre à leurs attentes qui sont très diverses. Et puis, certains vont être en difficulté professionnelle pour venir chercher aussi du soutien. Il va se sentir obligé un peu d'être toujours disponible et au point aussi parfois d'absorber les émotions de ses résidents, de ses coworkers et de lui-même s'épuiser. En troisième facteur de risque, on va avoir le manque d'autonomie avec donc des faibles marges de manœuvre. Ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est vraiment la façon dont c'est décrit au niveau de l'INRS. Et ce que je vous dis à côté, c'est vraiment la transcription possible sur l'univers des tiers-lieux. Donc des faibles marges de manœuvre pour faire son travail, un rythme de travail imposé, le fait de ne pas pouvoir développer ses compétences ou de ne pas participer aux décisions. On pourrait croire en fait que les tiers-lieux sont synonymes d'indépendance et de liberté, c'est un regard que peut porter le grand public aussi. Pourtant, il y a un manque de moyens qui est évident. Il y a une grande dépendance au financement public pour certains ou aux décisions des partenaires. Et ça peut vite devenir un frein pour les dirigeants de structure ou pour les chefs de projet aussi.
Donc voilà, par exemple, on va avoir un médiateur numérique dans un tiers-lieu qui a plein d'idées pour développer des nouveaux ateliers. Mais en fait, il doit sans cesse attendre des validations externes ou se plier à des directives un peu contradictoires. Bah, à un moment, à force de frustration, il va perdre sa motivation, il va perdre un petit peu aussi du sens. Le quatrième risque, c'est les rapports sociaux au travail dégradés. On le sait, alors on peut avoir des relations conflictuelles entre les collègues, avec la hiérarchie, ou alors pas de perspective de carrière, encore du harcèlement moral, hein, ça c'est malheureusement aussi possible. Les tiers-lieux, c'est souvent des écosystèmes qui sont complexes, où vont se croiser des bénévoles, des salariés, des entrepreneurs, et parfois les rôles peuvent être un petit peu flous. On va avoir des responsabilités qui sont mal définies, et en fait ça peut créer des tensions. Le fonctionnement collaboratif aussi de la plupart des tiers-lieux peut parfois entraîner des conflits de gouvernance ou des tensions entre les différents acteurs. Euh, Là, pour illustrer un exemple aussi, un collectif d'artistes ou une compagnie, par exemple, plusieurs compagnies qui partagent un atelier dans un tiers-lieu, les règles de fonctionnement sont un petit peu floues, certaines personnes vont prendre plus de place que d'autres et ça va générer des tensions et l'ambiance va se détériorer. En cinquième facteur, on a des conflits de valeurs. Bah là, ça peut être à titre individuel de pas être fier de son travail, de pas pouvoir faire un travail de qualité. Pourtant, les tiers-lieux portent souvent des valeurs quand même qui sont assez fortes. C'est ça qui motive aussi, donc la solidarité, l'inclusion, le partage. Mais souvent, on peut être amené dans ces structures à faire des compromis pour obtenir des financements, ou alors avoir un idéal de départ qui va s'éloigner au final de la réalité du terrain, et ça peut provoquer un malaise, un désengagement. Là, je vais prendre un exemple et vous verrez pourquoi aussi plus tard je l'ai choisi. On va prendre un chargé de communication qui aime soigner les détails de ses publications, de ses événements, mais qui, en fait, faute de temps ou d'effectifs, va travailler beaucoup dans l'urgence, bâcler des projets, et en fait, ça lui ressemble pas. Et à un moment, il va finir par plus être fier de son travail et ressentir un gros malaise. Donc, il va rentrer en conflit avec ses valeurs. Et le dernier, c'est l'insécurité de la situation professionnelle. Donc, la peur de perdre son emploi, le non-maintien du niveau de salaire, les contrats de travail précaires, des restructurations, l'incertitude sur l'avenir de son métier. Voilà, on sait que dans les tiers-lieux, beaucoup de travailleurs sont en CDD, en freelance ou financés par des appels à projets successifs, ce qui va créer une instabilité constante. Voilà, donc on travaille d'appel à projet en appel à projet, on n'a pas de garantie de stabilité, et on a beau adorer son métier, on va vivre un moment avec une angoisse un peu permanente de pas pouvoir vivre comme on le voudrait à côté. Et puis, je pense aussi, voilà, pas penser que au- Enfin, il y a aussi les directeurs ou les directrices qui peuvent avoir une charge mentale encore plus importante parce qu'ils ont la responsabilité aussi de leur équipe. Hein, et puis, ces personnes qui vont pas forcément avoir de personnes auprès qui se référer. On en reparlera peut-être plus tard. Voilà. J'espère que c'était à peu près clair sur les exemples donnés et que certains vous ont parlé. Et je redonne la parole à Laurence. Après, on a fini notre switch de parole, c'est promis. Pour terminer effectivement notre présentation plus générale sur le burn-out, nous avons eu envie de vous parler aussi des étapes essentielles de la reconstruction après un burn-out. La première phase, c'est la phase de repos. On a vu tout à l'heure le processus d'épuisement. Et lorsque l'on a pris conscience de la sévérité de son état d'épuisement et admis qu'il s'agit bien d'un burn-out, alors souvent c'est plutôt détecté par l'entourage ou par ses proches et confirmé par un médecin. La première étape, effectivement, c'est déjà l'acceptation, c'est la première étape vers la reconstruction. La phase de repos, le burn-out correspond déjà à un dérèglement de l'organisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pourquoi le repos est la première étape essentielle. La première étape, c'est rétablir, l'objectif, pardon, de cette première étape, c'est vraiment rétablir son énergie physique et mentale. De manière singulière, on pourrait dire que le burn-out, c'est vraiment la batterie d'énergie est complètement vide. Et le premier objectif, ça va être de re-remplir cette batterie d'énergie et de la stabiliser.
C'est important dans cette première étape de prendre conscience que c'est le temps du retrait et du repos. Donc souvent, un arrêt de travail est nécessaire ou une pause prolongée pour permettre au corps et à l'esprit de souffler et de se reposer. Si certains ont été confrontés ou dans leur entourage ou par eux-mêmes, le mental à un moment ne s'arrête plus, il faut le mettre à l'arrêt. Il n'y a pas d'autre solution pour commencer effectivement à se soigner. Il est aussi souvent essentiel, et c'est souvent douloureux, de se déconnecter des sources de stress, qui est une étape aussi clé de cette phase. Et là, effectivement, souvent, c'est diminuer ou couper les sollicitations liées au travail, aux responsabilités. Et souvent, effectivement, il est préconisé de faire une coupure avec le travail. La deuxième phase de cette reconstruction, c'est la phase de récupération. Dans cette phase de récupération, on continue de prioriser le repos, qui est vraiment qui est important. Et lorsque l'on a retrouvé un équilibre, on va pouvoir envisager la recherche de ressources internes pour faire face au quotidien. Donc, et on va effectivement, de manière à stabiliser cette batterie d'énergie, on va essayer c'est le temps en fait des ressources à stocker. Donc là, effectivement, on parle souvent on va avoir une alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique douce, comme la marche, le yoga, qui vont permettre la récupération. Évidemment, on va le faire sans injonction, déjà et sans objectif de performance, mais plutôt à son rythme, et progressivement. Il est également conseillé sur cette phase de vraiment d'avoir des activités relaxantes qui nous font du bien, euh, comme la méditation, des exercices de respiration, la lecture, l'écoute d'audio, de podcasts, de musique. L'idée, c'est vraiment de faire ce qui nous fait du bien. Moi, sur cette période, j'avais tendance à dire, à identifier et dire est-ce que c'est ressource pour moi ou pas ressource? C'est un bon indicateur. Ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Ça me fatigue pas. Voilà, c'est un indicateur pour essayer de retrouver ce qui nous fait du bien. L'autre temps fort de cette phase de récupération, euh, dans l'association dans laquelle j'étais, on avait tendance à dire le burn-out est venu nous apprendre quelque chose sur nous et c'est important de s'y intéresser. Et là, ça va être le temps de la réflexion, de l'introspection où souvent une prise en charge psychologique peut être nécessaire pour se faire accompagner et et pour comprendre et peut-être préparer effectivement, en tout cas la suite. Et puis, c'est cette phase de récupération, quand on commence à retrouver de l'énergie, quand on se sent ressourcé, un peu ressourcé, c'est souvent le temps où reviennent les envies et l'envie de se remettre en action. On ne sait pas encore comment faire, mais en tout cas, il y a l'envie qui revient sur cette phase de récupération. La troisième phase, c'est la phase de reconstruction. La première étape, pardon, de cette phase de reconstruction, c'est vraiment la reprise d'une activité progressive, plutôt hors du contexte professionnel. Donc des activités sportives, manuelles, des activités de bien-être, de développement personnel. Moi, c'est à ce moment-là, par exemple, pour apporter mon témoignage, que je suis devenue, j'ai eu besoin de m'investir dans une association et de donner du sens de ce que j'avais vécu et en tout cas d'apporter. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue bénévole dans l'association dans laquelle j'ai été pendant 2 ans. C'est souvent le temps dans cette phase de la resociabilisation. On se réouvre. Autant dans les phases précédentes, on a eu besoin d'être vraiment dans pas une bulle, mais un cocon. On a eu besoin de se protéger. Euh, on avait plus de mal à se retrouver dans des groupes ou dans des interactions sociales. Là, cette phase-là, on va aussi choisir.
On va aussi choisir ce qui est bien pour nous, ce qui est moins bien pour nous. Et on va peut-être intensifier ou distancer certaines relations afin de continuer vraiment à retrouver nos forces. Souvent, ça change un petit peu la sphère de notre entourage, cette phase de resociabilisation. La troisième étape de cette phase de reconstruction, c'est la remobilisation professionnelle. Et c'est important à ce moment-là aussi de se faire accompagner, si c'est possible, euh, pour vraiment identifier nos limites, construire sa nouvelle identité professionnelle pour éviter une potentielle rechute. Un burn-out, on a tendance à dire qu'un burn-out qui n'a pas été, sur lequel on ne s'est pas forcément euh, enfin, qu'on n'a pas. Pardon, je m'excuse, je bégaye un peu. Ce que je veux dire, c'est si on s'en est pas occupé correctement de ce burn-out et si on n'a pas essayé de comprendre les choses, bah, le risque, c'est de retomber dans les mêmes, de rechuter sur ce burn-out et de retomber dans les mêmes, dans les mêmes travers, c'est-à-dire pas se donner de limites, être surengagé, avoir plus de difficultés à prendre du recul. Donc c'est important effectivement de construire sa reprise du travail. Souvent, il y a une reprise, si c'est sur le même poste, dans la même entreprise, il y a souvent une reprise en mi-temps thérapeutique pour effectivement une reprise vraiment progressive. Et la dernière étape, c'est effectivement le retour à l'emploi pleinement, mais en ayant effectivement ces garde-fous pour se préserver dans ce lien au travail. Voilà. C'était important juste avant de laisser la parole à Maëlys, vraiment de vous sensibiliser sur ces trois phases qui sont vraiment essentielles pour se reconstruire. Je vous remercie. Merci Laurence et Virginie, c'était très intéressant. Je voulais aussi, enfin, je notais des petits trucs pendant que vous parliez. Je voulais aussi vous dire que bah, ce webinaire, c'est une intro à ce sujet-là. Si jamais, enfin, si jamais vous avez vraiment des vrais besoins par rapport à ce sujet, euh, vous me dites si je le formule bien, hein. Peut-être qu'on vous conseillerait quand même de vous entourer, de vous informer et de vous rapprocher de structures collectives qui pourraient vraiment vous aider, comme bah, Famaléa ou ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de ma phrase. Peut-être vous la formuleriez mieux que moi. Oui, Priscilla, tu attends qu'on reprenne Bah, Non, mais tu as peut-être. raison, effectivement, de ne pas rester seul. Nous, c'est effectivement, en tout cas, en ce qui concerne Famalia, l'intérêt aussi et l'objectif de Famalia, c'est de pouvoir rompre l'isolement, de libérer la parole dans un environnement vraiment bienveillant et compréhensif. Et tu as raison, effectivement, de se faire accompagner par des structures, ou en tout cas de ne pas rester seul face à une détresse qu'on pourrait ressentir, ou en tout cas un isolement ou une non-compréhension par l'entourage et l'extérieur. C'est Voilà. essentiel. Merci de cette précision, Priscilla. C'est mieux formulé que moi, je savais que vous y arriverez mieux que moi. Et je voulais répondre aussi juste avant Maëlys, désolée. Oui, on vous enverra Enfin, si vous êtes d'accord, Maëlys, Laurence et Virginie, d'envoyer les supports de présentation aux participants. Et oui, du coup, l'enregistrement, il sera sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le consulter plus tard. Voilà, Maëlys, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui? Oui, Ok. Je suis en train d'essayer de tester ça. Donc, pareil, effectivement, bienveillance pour nos présentations parce que c'est jamais évident quand on est seul à slider, gérer son temps. Tiens, d'ailleurs, hop, c'est parti. Donc, l'idée, effectivement, de mon intervention, c'était de vous amener un focus dans l'univers des tiers-lieux euh, en sachant que je représente donc le groupe de travail Prendre Soin qui a été créé, je pense, en 2023 à l'époque pour nous créer des petites bulles
discussion, co-développement, entraide entre pairs, entre tiers-lieux et personnes des réseaux régionaux de tiers-lieux. Et donc, petit à petit, on a vu l'étendue en fait du sujet dans les différents lieux et structures représentés par les tiers-lieux, et je pense même en dehors. Et on a eu envie de se pencher euh, très précisément sur le burn-out dans les tiers-lieux. Et donc, je vais vous faire une première partie qui est un peu un état des lieux avec des ressources issues de questionnaires. Et ensuite, je vous parlerai des pistes de solutions qu'on est en train de co-créer au sein de notre groupe de travail. Avant ça, j'avais deux petites questions, voir si on peut interagir dans le chat. Alors attendez, j'essaye de... Ah, voilà. Donc du coup, je vois plus le chat. Bon, tant pis. Je voulais poser une petite question si les personnes qui sont présentes ont déjà ressenti en fait de l'épuisement professionnel en travaillant pour un tiers-lieu. Et si jamais vous ne travaillez pas pour un tiers-lieu, ça peut être pour votre structure. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez, d'interagir dans le chat. Malheureusement, je crois que j'arrive pas à voir. Donc l'idée, voilà, c'était un peu de voir l'étendue de votre épuisement. Est-ce que je peux cliquer? OK. Donc j'avais une deuxième question. C'était plus, est-ce que vous pensez, selon vous, euh... ah yes, il y a des petits sondages, trop bien. Ouais, j'essaye de le faire vite, Ah, vite, t'es vite. trop forte. Ah, t'es trop forte. Merci, Priscilla. Génial. Eh ben, alors, sur la première question donc, de l'épuisement professionnel, pour l'instant, sur les personnes qui ont participé, on est à 50%. Donc, ça augmente. On est à 70% des personnes qui ont répondu au sondage qui ont ressenti de l'épuisement professionnel. Super, merci beaucoup. Et ensuite, j'avais une deuxième question. Je ne veux pas te mettre en stress non plus, hein, Priscilla. C'était, est-ce que selon vous, vous pensez que votre structure ou les tiers-lieux ont des marges de progression sur un meilleur cadre de travail? Donc là, on est à 100% des réponses. Sur l'ensemble, on est à 70% de participation, donc quasiment, ouais, presque tout le monde a répondu. Et vous êtes à 100% convaincus pour qu'on peut progresser. Bah, c'est super. Écoutez, ça donne une envie de se dire qu'il y a de l'espoir et qu'on peut améliorer nos conditions de travail. Merci pour le sondage et votre participation. Euh, Attendez, voilà, tac. Donc, l'idée, comme je vous disais, c'était de vous présenter un état des lieux dans les tiers-lieux. Je t'arrête juste parce qu'en fait, on Ouais. voit pas ton diaporama qui passe. Ah, pardon. C'est que j'ai du mal à... Tu vois pas les slides? Donc là, Non. c'est l'état des lieux. Ah, c'est bien. Ah, là, oui, comme ça, oui. OK. En fait, est-ce que tu le vois en plein écran? Non, là, il est en petit. Tac, affichage, diaporama. Vous le voyez bien. Alors, ça me fait revenir au début. Est-ce que là, tu vois la slide des richesses humaines en tiers-lieu? Moi, non, mais apparemment, dans le chat, on me dit que oui. Moi, ça bouge pas non plus. Bon, Ah, écoutez, je ne vais pas le faire en plein écran. non. Pas grave. On va faire comme ça. Ça me permet de voir éventuellement l'interaction avec le chat. Là, ça va? Ouais, comme ça, c'est bien. Allez, super. Donc, l'idée, c'était de vous présenter juste un petit peu d'historique, mais en 2022, il y a un réseau des tiers-lieux, donc en Aquitaine, la coopérative des tiers-lieux, qui avait fait un premier sondage sur les richesses humaines en tiers-lieux, où ils ont eu un nombre de réponses assez énorme, donc 169 réponses qui ont été exploitées, une moyenne d'âge de 40 ans, et en gros 70% des femmes qui ont répondu. Donc, c'était un sondage qui considérait donc, plusieurs sujets, mais notamment, ils sont allés montrer et prouver la grande diversité des métiers et de casquettes que nous pouvons avoir quand nous travaillons dans les tiers-lieux. Donc, il faut savoir que
tous les répondants ont répondu, je veux dire, le total des pourcentages fait plus que 100%, ça montre nos multicasquettes. Donc, en gros, 70% des répondants sont facilitatrices, coordinatrices de tiers-lieux, mais peuvent être également donc chefs de projet, chargés de communication, chargés de programmation. Donc, on voit en fait une diversité des métiers, mais aussi une pluralité des casquettes, ce qui montre en fait déjà la polyvalence des personnes dans les tiers-lieux. On a aussi autant de conventions collectives associées. Donc, on en a listé plus d'une dizaine, en sachant que le pourcentage le plus énorme, c'est que les personnes ne savaient pas répondre à la question. Donc, on a aussi, au-delà de la diversité de nos casquettes et des conventions collectives, on a aussi un déficit en fait de la connaissance autour de nos conventions collectives. En général, plutôt éclat sur les métiers d'animation, mais on peut toucher donc plusieurs types de métiers, spectacle vivant, formation, restauration rapide, famille rurale. Donc, voilà, on touche plusieurs conventions collectives. Donc, c'est aussi de voir en fait cette diversité de nos métiers au sein des tiers-lieux. Sur la question, est-ce que nous avons les moyens de mener notre activité en tiers-lieu? Voilà, vous voyez les réponses. Pour les personnes salariées en CDI, on considérait qu'il y a à 73%, les moyens sont insuffisants pour mener leur activité, à la fois des moyens techniques, financiers, mais aussi RH ou organisationnels. On a dans les postes de fonctionnaires de tiers-lieu, c'est 80% qui nous disent que les moyens sont insuffisants et 100% pour la catégorie intermittent du spectacle. Donc, c'est assez énorme, je dirais, la compréhension sur les moyens qui sont à notre disposition. Par rapport au sujet sur les horaires, donc il y a eu cette étude justement qui a répertorié les différents statuts. Et vous pouvez voir, donc en gros, sur les personnes, donc on est toutes à peu près au-delà déjà de 30 heures. En fonction des salariés en CDD qui sont plus à 32 heures, les salariés en CDI, on est déjà à 40 heures. Et pour les administratrices ou les bénévoles, on est à plus de 45 heures. Et intermittent du spectacle, on est sur des volumes horaires de plus d'une cinquantaine d'heures. Donc ça, c'est sur la catégorie volume réel de travail. Et il y a aussi cette étude a permis de quantifier le nombre d'heures de bénévolat qui ont été réalisées. Et les plus grosses réponses ont été sur 30 heures et plus. Et on est quand même sur des moyennes d'heures entre 10 et 20 heures de bénévolat en plus de nos fonctions respectives qui sont assurées dans le lieu. Pour les causes de l'essoufflement, donc les grandes thématiques qui ressortent principalement sont autour de la polyvalence des tâches, ce qu'on pouvait voir tout à l'heure dans les diversités des métiers et des casquettes, sur le manque de moyens, justement. On aborde aussi le sujet du niveau de responsabilité versus le niveau de salaire, qui est en général assez bas dans nos lieux. On aborde aussi dans les autres grandes problématiques l'insécurité liée aux relations partenariales, qu'elles soient institutionnelles ou auprès des financeurs, et des problèmes autour de la gouvernance. Donc ça, c'était, je dirais, quelques chiffres vraiment spécifiques sur cette étude RH. À la fin, je vous enverrai des liens de documentation où vous pourrez lire toute l'étude, qui est très complète et très intéressante. Ensuite, donc, en 2023, donc, je fais partie du réseau régional Sud Tiers-Lieux en PACA. On était plusieurs avec Pauline Meton et Coraline Nugier à se rejoindre sur cette thématique et à avoir envie de pousser en fait un petit peu le sujet. Donc, on a commencé à réfléchir à un projet qu'on a dénommé à nos burn-out en commun pour la notion de commun, puisque c'est un peu les thématiques qu'on développe au sein des tiers-lieux. On a commencé, en fait, c'est à l'occasion d'une rencontre Faire Tiers-Lieu en PACA qui était à Marseille en novembre 2023. On s'est dit, on veut faire un atelier, on veut visibiliser, en fait, cette thématique-là. Donc, on a commencé à écrire un édito pour positionner nos postes au sein de cette thématique-là. On a réalisé un questionnaire qui permettait, en fait, d'étudier les différents facteurs en gros, qui comparait les fiches de poste réelles aux fiches de poste telles qu'elles avaient été à la base écrites
et voir un petit peu les risques psychosociaux qui étaient endurés dans nos emplois. Des résultats des questionnaires, on en a fait des portraits anonymes que vous voyez un petit peu avec la petite Marguerite. On a commencé à rédiger ces portraits, à les mettre en forme. Et on a imprimé cette exposition de portraits qu'on a fait circuler, non seulement à Marseille, mais ensuite je l'ai emmenée à Chambéry avec le réseau Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a circulé en Île-de-France. Elle est allée à Toulouse pour la rencontre Fertilieu nationale en fin d'année dernière. Donc voilà, cette expo, et elle est allée en Bretagne aussi dans la dernière rencontre richesse humaine. Et donc, on avait cet outil-là. Et ensuite, on a décidé de créer un atelier de sensibilisation dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et donc, l'idée là, c'est en avant-première, je vous présente quelques résultats de ce questionnaire que j'ai mis du temps à analyser. Donc, on n'a pas eu autant de réponses que pour le questionnaire d'avant. On a eu une trentaine de réponses, mais qui ont été en fait petit à petit disséminées par différentes salariés et structures de tiers-lieux. Et en gros, sur les principaux résultats, donc on a une donnée, 80% de femmes qui ont répondu, une moyenne d'âge, en gros, entre 30 et 48 ans, mais une moyenne d'âge de 37 ans. Majoritairement des personnes bac plus 5, donc quand même avec une forte qualification. Une expérience professionnelle moyenne au-delà de 15 ans, donc une solide expérience professionnelle, ce qui implique souvent aussi des personnes qui sont en reconversion et qui viennent redonner plus de sens dans leur métier dans les tiers-lieux. Et une grande diversité des postes occupés en fonction des répondants, donc 40% sur la coordination, 35% sur l'animation, 15% sur la gestion et 10% sur la production. Donc, en gros, voilà, on peut voir ce pool de répondants. On peut un peu le temps. Ok. Sur les conditions de travail et la précarité, donc les différents statuts, on note qu'on est quand même à 50% de personnes qui sont en CDI. Et on a un chiffre assez important, je trouve, une vingtaine de pourcents de personnes indépendantes, ce qui peut à la fois dire qu'on a des besoins spécifiques au sein des tiers-lieux, mais aussi peut-être montrer la précarité de nos lieux qui ne peuvent pas salarier et qui du coup font des missions ou des contributions auprès d'indépendants. Et ensuite, donc des personnes en CDD et des apprentis ou services civiques. En gros, 55% des répondants occupent leur poste depuis moins de 3 ans. Donc, ça peut montrer soit un turnover élevé, soit effectivement la jeunesse de la structure, puisque les personnes sont recrutées principalement en externe et sont en poste depuis assez récemment. Sur les tendances préoccupantes, donc on a évalué une surcharge de travail assez importante et qui se caractérise par des dépassements d'horaires contractuels. En gros, 93% des répondantes travaillent plus d'heures que prévu. Et des fois, avec des écarts assez énormes sur un contrat à 35 heures, la réalité est amenée à 80 heures de travail. Donc, c'est presque plus de 45 heures de travail en plus. Et on a aussi noté donc la précarité financière, puisque 40% des répondantes ont jugé leur salaire insuffisant. On a tenu aussi à montrer l'invisibilisation du travail relationnel. Et en général, un gros travail qui est demandé dans nos lieux, un travail sur l'écoute, la médiation, l'accompagnement. Et on a eu ce résultat que 70% des répondantes considéraient que ce travail était sous-estimé. Et en gros, il est rarement valorisé dans les financements et dans les évaluations. Et en général, c'est une majorité de femmes qui occupent ces rôles sans vraie reconnaissance institutionnelle. Donc, les conséquences, effectivement, une charge émotionnelle importante dans ce rôle d'écoute, potentiellement d'épuisement moral et un sentiment globalement de manque de reconnaissance de ce travail invisible. Et il y en a plein d'autres, bien sûr, avec la pression de faire toujours plus sans des moyens forcément supplémentaires. On a voulu essayer de quantifier l'impact en fait sur la santé physique et sur la santé mentale. Donc, on a quelques chiffres clés. En gros, on a donc presque 60% des personnes qui ont répondu qui déclarent que leur travail dans les tiers-lieux impacte sur leur santé physique.
Et on a 72% des personnes qui déclarent un impact sur leur santé psychique. Donc c'est assez énorme comme chiffre. On a quantifié aussi potentiellement les ressentis en fait sur les effets négatifs qui peuvent être liés au travail, ce dont vous parliez tout à l'heure en fait dans la présentation sur comprendre le mécanisme du burn-out. On a 72% qui ont déjà ressenti en fait des effets comme des insomnies, du stress, des douleurs, de la charge mentale. Donc on a quand même aussi un impact assez fort. Et ensuite, sur les dernières slides liées aux chiffres, on a voulu donc quantifier globalement ce qui était le plus difficile dans leur travail. Donc les difficultés les plus citées étaient notamment donc, sur la surcharge de travail, sur la polyvalence extrême, le manque de reconnaissance des différents sujets, et notamment l'invisibilisation du travail dont je vous parlais autour de la médiation, de l'écoute, une grande précarité financière, à la fois des personnes qui y travaillent, mais aussi des lieux, et une difficulté à poser ses limites dans le cadre de ce travail, dans l'hybridité de nos lieux, puisqu'on mélange souvent vie perso et vie professionnelle. Et pour finir sur une petite note positive, on a voulu lister qu'est-ce qu'on aime quand on travaille dans nos tiers-lieux. Et donc, les points positifs les plus cités, on était sur le sens et l'impact de nos actions au sein de nos quartiers et de nos territoires, sur la diversité des missions. Donc, c'est un peu aussi le pendant de la polyvalence. Et on a aussi le fait de toucher plein de missions différentes et de cette excitation et potentiellement adrénaline de toucher à plein de sujets. On a bien sûr le point positif autour des rencontres et de la coopération, le fameux faire tiers-lieu et de collaborer avec plein de structures et de partenaires différents sur différents sujets. On a cette grande autonomie et cette flexibilité dans nos boulots. Et puis, bien sûr, le pourquoi on est là, c'est aussi toute cette dynamique autour du collectif et de l'engagement qui nous passionne et qui nous fait, je pense, rester. Donc voilà, là, j'ai abordé en gros quelques remontées, en tout cas chiffrées, de l'état des lieux, de l'épuisement, les différentes potentiels impacts psychiques et physiques. Ensuite, je voulais aborder avec vous, en fait, un concept qu'on aborde en atelier, ce dont je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. En gros, sur le concept de la roue du burn-out, l'idée de ce concept, qui a été créé par un collectif qui s'appelle ULEX Project, l'idée de ce concept, c'est de désindividualiser l'épuisement. Donc, comme Virginie et Laurence le disaient tout à l'heure, on a tendance quand même à le prendre très personnellement. On est des personnes surinvesties. On est impacté dans nos métiers, notre réalisation dans notre travail. Et l'idée de la roue du burn-out, c'est de venir analyser en fait différents facteurs pour prendre en compte que l'épuisement a aussi ses causes systémiques. Donc, comme vous le voyez sur la photo, l'idée, c'est d'aborder les facteurs sociétaux, ensuite les facteurs organisationnels et les facteurs individuels. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est à la suite de différents ateliers. Voilà ce qui est remonté dans les facteurs autour de l'épuisement. Au niveau sociétal, on a ce côté de constamment être impliqué à justifier nos activités, de faire des rapports d'activité, des rapports de projet, justifier où l'argent a été dépensé. Donc, on est constamment en train de prouver notre travail, un rapport d'utilité aussi. On est donc effectivement constamment sur des notions d'appel à projet, donc une gestion financière à long terme qui est compliquée et une grande précarité de nos lieux et de nos systèmes de fonctionnement associatifs. Sur une échelle très globale, on est tous en train de subir l'hyperconnexion. On peut parler des emails, des canaux chat, du WhatsApp. Ça vient jusqu'à dans notre téléphone personnel. Donc, cette notion d'être tout le temps sollicité avec les notifications. Et bien sûr, la notion d'urgence où on est donc régulièrement au contact du terrain et on voit en fait les situations se dégrader et être constamment en fait happé par répondre à cette notion d'urgence
et ce décalage entre le besoin de s'organiser à long terme et en fait de répondre constamment à l'urgence sur notre territoire et dans nos lieux. Au niveau organisationnel, on identifie donc effectivement cette fameuse surcharge de travail qui est due principalement à de la polyvalence et aussi multicasquette. On note aussi l'absence de cadre RH. En général, la plupart de nos lieux sont des fonctionnements associatifs avec des conseils d'administration, des bénévoles, et la fonction employeur n'est pas forcément assurée et assumée par ces personnes, et par manque de formation, et aussi d'avoir un cadre RH qui soit délimité, et d'avoir peut-être une personne identifiée à ce sujet. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi toute cette notion de travail invisibilisée et souvent sous-estimée dans nos différents lieux. Et ensuite, on identifie également au niveau personnel cette notion de, alors peut-être syndrome du sauveur, cette notion aussi autour de l'auto-exigence, de toujours faire mieux, d'être perfectionniste, la culpabilité en fait de s'arrêter éventuellement, de se reposer. On peut aussi parler donc de la précarité financière de nos salaires. Et en général, on a quand même toute une vision assez sociale de notre engagement et on a des fois des difficultés à poser nos limites au sein de nos collectifs, mais aussi en interaction avec des usagers ou éventuellement des financeurs. Et puis, bien sûr, donc cette fameuse charge mentale liée aux responsabilités multiples. Donc voilà, là, c'est vraiment une sorte de cartographie très globale des différents types de facteurs qui ont été identifiés. Et ensuite, je voudrais aborder les systèmes de solutions. Donc, quelles solutions collectives? Et ces solutions ont été abordées lors des entretiens, enfin des ateliers où nous avons pu animer cette roue du burn-out et elles sont remontées en fait au fur et à mesure des ateliers. Et ce qu'on pourrait imaginer au niveau sociétal, les pistes qui ont pu être identifiées, c'est à la fois peut-être d'engager du plaidoyer pour des financements pérennes auprès de structures, notamment du GIP et de la NTL. Donc ça, c'est aussi militer dans ces peut-être des financements pluriannuels. On peut aussi parler, ce dont vous avez peut-être entendu parler, de l'appel à communs, qui a été un système d'innovation où on a inversé l'appel à projet et on a proposé des communs et que les tiers-lieux en fait votent et s'engagent auprès de communs et ensuite, les financements auraient pu aller en fonction de vos besoins à vous. Donc ça, c'est vraiment amener de l'innovation dans des appels à projets. On parle aussi de reconnaissance du travail en tiers-lieu, ce qui peut être vu, je pense, à travers l'observatoire, des données et justement de plaidoyer. Et puis ensuite, on reconnaît potentiellement la prise en compte du bien-être dans les financements et dans les appels à projets. Au niveau organisationnel, on identifie certaines catégories de tâches à mettre en place, notamment autour de la formalisation des missions, d'avoir des fiches de poste salariés, mais d'avoir aussi des fiches de poste bénévoles. Et notamment aussi, on a pensé au niveau des conseils d'administration, donc les bénévoles du conseil d'administration, qui aient une fiche de poste aussi, pour essayer de faire une sorte de cartographie et d'éviter en fait là où les domaines se rejoignent, se superposent. Comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre en place du suivi RH et éventuellement de dédier dans l'équipe ou au sein du conseil d'administration une personne qui ait cette casquette-là spécifiquement. On peut aussi peut-être avoir des comités. Ensuite, on parle de structuration de temps de réunion. En dernier atelier, on a parlé de méthodologie, d'aborder des spécificités sur les temps de réunion, d'aborder les fiertés, les gratitudes, les points de tension, les météos, effectivement. Et ensuite, un besoin de formation autour de la gestion de conflits, de la communication non violente et des RPS, les risques psychosociaux. Il faut savoir que les formations de premier secours, maintenant, ils ont développé, je pense, des formations de risques psychosociaux qui sont accessibles pour le grand public. Je n'ai pas encore cherché l'info, mais j'essaierai de la trouver. Et ensuite, donc, les dernières pistes à l'échelle individuelle, on parle d'apprentissage à la déconnexion, enlever ses emails de travail de son téléphone personnel, ne plus regarder ses emails après 18 heures, passer un vrai week-end de déconnexion. Et je pense que c'est à la fois individuel et organisationnel. C'est aussi respecter en fait ce temps de repos nécessaire pour prendre un peu de distance. Donc effectivement, apprendre à poser ses limites, reconnaître la nécessité de se reposer, mettre en place des outils d'organisation et de gestion du temps
et favoriser la reconnaissance du travail. Waouh, super, Priscilla. Merci beaucoup. Donc, la formation au premier secours en santé mentale. Tout à fait. Euh, Excellente transition, du coup, pour passer la main à Virginie et son témoignage. Je vous reprendrai après. Merci, Maïlis. Transition parfaitement réussie aussi, puisque Laurence et moi venons de suivre la formation premier secours en santé mentale au centre Pierre Janet à Metz le mois dernier. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment de celle-là dont tu parlais, mais effectivement, elle est bien. Mais vigilance quand même sur, je me permets, pour Oui. l'avoir vue, et avec un peu de vigilance sur le fait de participer à cette formation qui n'est pas sans s'exposer aussi. Voilà, elle ne... Donc, en fonction de votre état, peut-être qu'il faut choisir un moment pour la suivre, on pourra en parler après. Donc oui, moi, mon témoignage, ben, déjà, je voulais revenir aussi sur les petits ratés que j'ai fait au début, mais je voulais remercier Priscilla pour l'invitation et puis Louise Voreux de la Fabrique des Possibles qui est cachée derrière son écran parce que c'est à sa demande, à son initiative aussi qu'on est là aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, merci à toutes les deux d'avoir su créer ce temps d'échange. Parce que moi, à l'époque, honnêtement, si j'avais eu un webinaire comme ça, je l'aurais suivi. Je pense que j'aurais pu éviter des souffrances et que ça aurait pu limiter les dégâts. Et que sensibiliser aujourd'hui pour comprendre et agir avant qu'il soit trop tard, ben c'est indispensable. Donc moi je suis passée par un burn-out assez sévère. Je sais pas s'il y a des burn-out légers en même temps. Voilà. Mais je suis passée par un burn-out en 2020 dans un grand tiers-lieu voilà, enfin, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous saurez. J'adorais, qui m'inspirait beaucoup. Il y avait une chouette équipe, énormément de richesse humaine, vraiment. Je suis très sensible à ça. Beaucoup de créativité, une énergie incroyable déployée, que ce soit par l'équipe de l'association qui animait le tiers-lieu, que ses résidents et ses résidentes. Et tout était très, très stimulant. Et avec ce témoignage aujourd'hui et beaucoup de recul, je voulais mettre en lumière aussi un peu illustrer les problématiques systémiques qu'a pu évoquer Maëlys et qu'on a pu voir aussi sur les risques psychosociaux. Et puis contribuer aussi à cette réflexion collective, tout ça sans jugement. Hein. Je sais qu'il y a des dirigeantes et des dirigeants de tiers-lieux aussi, et le but c'est vraiment pas de stigmatiser, c'est vraiment l'envie de faire avancer les choses. Donc moi, quand j'ai été recrutée, j'étais chargée de communication. Donc très motivée, j'avais la jeune trentaine, donc pleine de dynamisme, je voulais bien faire, répondre aux attentes des chefs de projet, du responsable de l'incubateur, parce qu'il y avait un incubateur, il y avait entre autres un incubateur, les résidents, les résidentes, les partenaires, et produire un travail structuré de qualité. Ça, c'était au début. Et puis, j'ai été rattrapée par la réalité, passer cette petite lune de miel. Rapidement, en fait, l'environnement de travail, il s'est avéré assez instable. Le directeur qui m'avait embauché a démissionné au bout de 3 mois. Enfin, 3 mois après mon arrivée, hein. Il était en poste depuis bien plus longtemps. Et donc, on s'est retrouvé sans direction pendant 9 mois. Et puis, pour l'anecdote, on a eu un directeur qui est arrivé. Et 2 semaines après, on était tous en télétravail, confinés chez nous avec le Covid, hein. Ça s'est passé sur cette période-là. Donc, c'est une période qui a généré, le départ du premier directeur, c'est une période qui a généré beaucoup d'incertitudes, notamment autour d'un grand projet de rénovation qu'on avait. Il y avait beaucoup de discours contradictoires, les priorités n'étaient pas claires. Et moi, ça a renforcé vraiment une confusion. Il n'y avait pas de cadre RH particulier, comme le disait Maëlys tout à l'heure aussi, hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut retrouver. Effectivement, la fonction employeur, elle n'est pas évidente. Et donc, c'est important de l'avoir. Et puis, il y avait aussi cette hyper polyvalence, puis cette pression un peu constante, c'est-à-dire que comme dans beaucoup de tiers-lieux, j'avais des missions qui étaient très variées, bien que à la base chargée de communication et du développement du public. Donc la gestion de la communication, les relations presse, les réseaux sociaux. J'avais 11 réseaux sociaux à gérer. J'ai fait le calcul à un moment parce que j'ai été accompagnée pour me rendre compte de la charge. Donc j'avais 11 réseaux sociaux, 3 sites internet. Il y avait un incubateur, 2 pré-incubateurs. Enfin, donc voilà, en plus du fonctionnement de l'association et du lieu, la signalétique, les partenariats valorisés. Et puis à un moment, je me suis même retrouvée avec quelque chose qui était absolument farfelu pour moi, administratrice du parc informatique, hein, pour pallier un départ d'un collègue.
Et donc, moi qui n'y connaissais pas grand-chose en informatique, ça m'a bien mis en difficulté. Et donc voilà, donc pour dire encore cette polyvalence un petit peu de mission, le fait de travailler dans l'urgence en permanence, vraiment, moi ça m'a donné l'impression d'être toujours d'agir en réaction plutôt qu'en anticipation. Et du coup, ben c'est un fonctionnement qui ne me convenait pas en fait. J'étais quelqu'un d'organisé, je suis en fait, pardon, je suis quelqu'un d'organisé. Voilà, j'avais certes un peu de perfectionnisme, mais bon voilà, qui servait plutôt mon métier, qui me permettait de faire du travail de qualité. Ben, voilà, un sens d'organisation. Et donc ça a commencé à créer une dissonance assez profonde en moi. Et je me suis retrouvée voilà à bâcler, à faire au plus vite. Et comme c'était pas moi, et ben ça a vraiment pesé de plus en plus lourd. Et pour gagner du temps, j'ai commencé à travailler, à me lever plus tôt, à anticiper mes tâches dès le dimanche soir, en me disant comme ça, j'arriverai plus zen le lundi, je serai plus agréable pour les collègues et tout, ça va être vachement chouette. Et en fait, cette organisation sur mon temps personnel, en plus, elle n'a pas suffi à compenser la surcharge qui s'était installée. Et avec toute cette accumulation de contraintes, ben, j'ai perdu confiance en moi progressivement. Je pensais tout le temps que j'étais pas à la hauteur. Et ça, j'ai compris seulement quelques années plus tard que, avec un accompagnement de l'APEC, qu'avec une telle charge de travail, en fait, n'importe qui aurait été en difficulté. Donc, ça, c'est une prise de conscience qui a été un tournant assez important pour moi dans ma reconstruction. Je suis passée par une grosse phase de déni. Donc c'est pour ça que rappelez-vous bien tout ce que vous a dit Laurence tout à l'heure sur les phases. Elles sont vraiment à ne pas négliger. Euh, Moi au départ j'ai été arrêtée une semaine. Le médecin avait préconisé 2 semaines. Je l'ai pas écouté. Bien évidemment, je voulais pas admettre l'ampleur de mon épuisement. Je me suis dit une semaine ça va aller. Et en fait, je suis retournée travailler. Au bout d'une semaine, je me suis réécroulée parce que physiquement, voilà, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit, hein. Et donc, les signes physiques aussi, dont on a parlé tout à l'heure, moi, je les ai vraiment eus, je les ai complètement étouffés pendant un an, je pense quasiment. Ça a été un travail assez sournois comme ça qui s'est installé. Vraiment, j'ai eu de la perte de poids, des crises d'angoisse qui ont commencé à arriver, des problèmes dermatologiques. J'ai commencé à être irritable, à plus avoir envie de travailler avec mes collègues. Donc, c'était vraiment compliqué. Et donc, au final, j'ai été arrêtée 7 mois, totalement. Sachant que chaque mois, j'avais en fait la croyance personnelle que j'allais retourner, hein, au travail parce que j'avais vraiment peur de perdre mon travail. Je voulais pas laisser mes collègues dans la panade. Au bout de 5 mois, j'ai accepté seulement que il allait falloir que je me repose. J'ai mis 5 mois à accepter. Donc, si j'avais su ce qu'était un burn-out, je pense que j'aurais pas mis autant de temps à accepter. Et j'ai fini par quitter donc le tiers-lieu pour un autre poste après ça. Mais comme j'étais pas rétablie, parce qu'on se remet pas non plus d'un tiers-lieu, le beau lapsus, on ne se remet pas d'un d'un burn-out comme ça, ben, cette reprise prématurée, elle a été une erreur. Il m'a fallu plusieurs années en fait pour retrouver vraiment confiance. Voilà, tout ça, bon, on est en 2025 et il m'a fallu quasiment 4 ans pour m'en remettre quoi. Et je suis pas encore sans séquelles. Donc aujourd'hui, bah voilà, par rapport aux séquelles, je sais que je pourrais plus jamais avoir un rythme aussi intense. Au début, je le voyais un peu comme un handicap. Et en fait, je me dis, c'est plutôt une chance. Parce que du coup, ben, je vais être plus vigilante. Toujours à la recherche d'un équilibre pour ne plus basculer comme ça. Et voilà. Et je sais que mon expérience, ben, elle n'est pas isolée maintenant. Parce que il y a 5 ans, c'était encore pas aussi couru que ça. On en parlait moins, c'était un peu plus tabou, c'était pas connu. Même les médecins en parlaient, mais c'était pas très maîtrisé. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes engagées dans les tiers-lieux qui vivent ces tensions, cet épuisement progressif, et que ces risques sont aussi souvent, ça c'est important de le dire, et ça reprend cette roue du burn-out que Maïs vous a présenté, que c'est souvent exacerbé par des facteurs personnels. Moi, j'avais des trajets quotidiens qui me fatiguaient entre deux villes. J'avais quasiment 1h20 de trajet train et vélo avec les stress SNCF qui vont bien, une crise familiale qui s'est ajoutée, et puis pour ma part, une difficulté un petit peu à dire non et à toujours vouloir satisfaire aussi les collègues. Voilà, donc tout ça, je pense que c'est essentiel d'en parler aujourd'hui. Et c'était pas facile de témoigner, ça m'a demandé un peu de préparation, mais si ça peut servir en fait, et ben voilà, et qu'on puisse continuer à maintenir l'engagement dans ces lieux qui sont vraiment inspirants voilà. Donc, longue vie au tiers-lieu et alors, travailleurs. Merci.
Merci beaucoup, Virginie, pour ce témoignage. On peut faire des plis de cœur pour Virginie. Ouais. Merci. Alors, je tremblote un peu vite fait comme ça, mais voilà. Bravo et merci pour ton courage. Ça donne envie de témoigner aussi. Écoutez, je vais essayer de pas prendre trop de temps pour laisser un temps aux questions, mais je voudrais vraiment valoriser en gros les outils qu'on développe au sein du GT Prendre Soin. Comme ça, vous saurez aussi que à cette échelle-là, au niveau national, ben, on a un groupe de personnes motivées qui essayent de pousser le sujet. Donc le GT Prendre Soin, c'est quoi? Ben, il y a toute une dynamique autour de l'observation, ce dont j'ai pu vous parler depuis tout à l'heure, des études, des questionnaires, des témoignages, faire remonter en fait que ben, on n'est pas tout seul. Il y a plein de personnes dans nos lieux qui sont très sensibles à ce sujet-là, qui sont impactées. Développer des outils, des ateliers, des webinaires, des ressources pratiques. Donc, c'est aussi un peu le sujet, c'est de vous rendre accessible ben, les différentes choses qu'on développe et aussi nos missions de plaidoyer, dont j'ai pu un peu parler tout à l'heure sur la défense des conditions de travail, sur l'expérimentation des nouvelles formes d'emploi. À ce jour-là, on va bientôt être embarqué sur un petit projet sur ça, de pouvoir documenter où est-ce que enfin, les tiers-lieux expérimentent ces nouvelles formes d'emploi, notamment des notions de CDI communautaire, c'est en gros des CDI à plusieurs personnes partagées, ou des notions de budget contributif, comment on peut mettre au lieu d'embaucher une personne, mais faire plein de petites bulles de budget et pouvoir rétribuer les différents membres. Donc voilà, on est sur aussi des techniques d'innovation autour de ces sujets-là. Parmi les outils dont je vous parle, donc justement, on a à la fois créé, on s'est fait aider par notamment Marie-Laure Guillain et son collectif des Allumeuses, qui nous a aidé en fait à commencer à co-créer un premier atelier de sensibilisation autour donc du burn-out, de la prévention de l'épuisement en tiers-lieu. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en Ariège pour un collectif des tiers-lieux, le réseau du Comminges. Et j'ai animé une journée complète avec elle où on a fait donc une première partie sur bah, c'est quoi l'épuisement dans ton corps avec de l'animation spécifique à ce sujet. On a pu donc travailler sur les résultats dont je vous parlais sur la roue du burn-out. Et l'après-midi, en fait, on a co-construit ensemble une feuille de route avec des actions très, très concrètes, notamment autour de écriture de fiches de poste dont je vous parlais tout à l'heure, des méthodos de réunion et un tensiomètre. D'ailleurs, je vous partagerai la ressource quand j'aurai fini de parler. Des notions autour des formations, de droit de la déconnexion. Bref, on a pas mal travaillé ensemble sur ces sujets-là et elles se sont engagées en fait à mettre en place ces petites pistes d'action. Euh, Comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, bah, la notion du questionnaire que je laisse ouvert si jamais vous sentez de participer et de laisser votre trace. C'est un questionnaire qui est anonyme et qui ensuite se transforme en portrait et qui circule dans les expositions et qui permet d'alimenter ben, la base de résultats dont je vous ai partagé tout à l'heure. On a aussi donc la fameuse exposition dont je vous ai parlé, qui est accessible sur notre page Mobilab, qui peut être imprimée. Si jamais vous voulez le format impression haute qualité, je peux vous l'envoyer par mail, il n'y a aucun problème. Ça vous donne un petit peu la diversité en fait des différents profils de postes. Et donc, elle est documentée, accessible en PDF aussi. On a des super webinaires qui ont été en fait portés, financés et organisés par Morgane Mazin du réseau régional Île-de-France A+, c'est mieux. Justement, elle est allée sourcer les différentes pistes de solutions qui existent et qui marchent au sein de nos tiers-lieux. Euh, Ces webinaires parlent essentiellement bah, de mutualisation des tâches, des postes, de comment on met en place la fonction employeur RH, des histoires de gouvernance partagée, de nouvelles formes d'emploi. Donc voilà, elle aborde différentes thématiques. Il y a déjà eu 3 webinaires qui ont été faits. Je vous invite à aller les voir, ils sont vraiment super. Pareil, c'est tout documenté sur notre page Mobilab. Je vous enverrai le lien dans le chat et on a les petits QR codes, donc vous pourrez aussi accéder quand vous aurez le format de présentation. Et je voulais juste mentionner un exemple inspirant lors d'un de ces webinaires qui parlait donc de l'Accordé, qui est un réseau de coworking en gouvernance partagée et qui ont expérimenté en fait différents types de solutions. Notamment, ils ont mis en place le forfait jour pour tous les salariés
Ils ont mis en place des congés libres, c'est-à-dire que les salariés peuvent poser leurs congés quand ils le souhaitent. Alors, bien sûr, en toute intelligence, mais voilà, il n'y a pas de notion d'accord. Ils ont mis en place des activités, notamment sur le droit à la déconnexion. Donc, toutes les équipes n'envoient plus de mails après 19 heures. Ils attendent, ou on peut aussi faire que l'email sera envoyé le lendemain. C'est possible maintenant sur nos boîtes mail. Ils ont mis en place des bulles de soutien et de prévention, notamment des binômes de soutien. Ils ont mis en place un CSE indépendant, des rôles de médiation. Donc voilà, ils ont essayé petit à petit de mettre en place ces sujets-là au sein de leur collectif et de leur réseau. Et ils ont aussi cultivé la culture collective par l'organisation de séminaires d'équipe en dehors du travail, donc, mis en place une brigade du kiff pour organiser des moments conviviaux une fois par mois. La brigade du kiff a pour idée d'organiser un temps convivial hors travail pour justement, je pense, créer un peu un état d'esprit d'équipe et se sortir de nos contingences. Donc voilà, globalement, vous l'avez deviné. En gros, on essaie de se structurer nous-mêmes sur différentes échelles, à l'échelle individuelle, d'encourager la prise de conscience par des webinaires, par des ateliers, vous faire prendre conscience que c'est hyper important pour que nos collectifs et nos militants durent, de prendre soin de soi-même et de nous en collectif. À l'échelle organisationnelle, justement, de développer des outils de prévention et au niveau sociétal, et de pousser, en fait, de faire évoluer les politiques publiques, les financements, intégrer le bien-être au travail. Donc, ça fait partie de nos actions. Et finalement, en termes de conclusion, je dirais comment vous pouvez agir. Vous pouvez organiser un atelier dans votre réseau. Vous pouvez aussi expérimenter des outils qu'on a essayé de recenser et de vous rendre accessibles dans vos lieux. Vous pouvez aussi faire remonter vos besoins à l'échelle de votre réseau régional ou au national. Vous pouvez bien sûr nous contacter. Donc, je viens à peine de créer une Framalist qui permet en fait de discuter entre nous, puisque là, j'ai plus d'une centaine de personnes qui ont bénéficié des ateliers de sensibilisation et avec qui je voudrais petit à petit passer des ressources au fur et à mesure que toutes, hein, comme tu disais tout à l'heure, Florence, je crois, tu nous partageais des ressources. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est en termes de collectif et d'entraide. Et puis, on a documenté sur une page Mobilab énormément de ressources, tous nos ateliers, les formats d'animation. Donc, on a fait une page assez riche que je vous partagerai dans le chat quand j'aurai fini de prendre la parole. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse pour un temps de questions si vous souhaitez prendre la parole ou partager une expérience ou peut-être un retour sur ce que vous venez d'entendre et des questions spécifiques. On est là pour ça. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Maëlys. Très intéressant. Et moi, je suis allée sur le Movilab et depuis, j'ai acheté ce livre, voilà, que tu C'est mets dans ça. les... Je l'ai mis dans le chat. Il y a ça, c'est Voilà.